Pas besoin d'une nouvelle loi sur le voile, c'est la conclusion du rapport publié aujourd'hui par l'Observatoire de la laïcité. Il n'y a pas, selon lui, de hausse probante des problèmes liés à cette question. Une question qui fait pourtant débat en France. Et ce débat, on va l'avoir ce soir avec nos invités. Fatima Belomar, bonsoir. Vous êtes féministe, cofondatrice du mouvement des effrontés. Et pour vous donner la réplique, pour débattre avec vous, Éric Fassin, bonsoir. Sociologue, bonsoir. Professeur à Paris 8 et spécialiste de toutes les questions de discrimination, quelles qu'elles soient. Avant d'entamer ce débat, un témoignage d'abord, si vous voulez bien. Celui d'une jeune femme qui rêve qu'on ne lui parle plus de son voile parce que c'est son choix, dit-elle, parce que cela ne regarde qu'elle. Témoignage recueilli par Léa Baraco et Olivier Gangloff. Donc là, il faut vraiment qu'avec Zenedia, on puisse également créer un attachement à la marque. Avant leur première rencontre, il y a quelques mois, Jérémy Matra ne savait pas que Wahiba portait le voile. Si on m'avait interrogée, j'aurais répondu en conséquence. Mais on m'en a pas parlé. Donc pour une fois qu'on m'en parle pas et qu'on me prend comme une personne normale avec des compétences professionnelles, je ne voyais pas l'intérêt de mettre ça sur le tapis. Des packs bien présentés. Mais les choses n'ont pas toujours été aussi simples. Le principe, c'est de vendre de l'usage. Voici Wahiba, il y a 2 ans, lors de son discours de fin d'études dans son école de communication. La jeune femme est majeure de promo et elle a déjà encaissé les coups. À tel point que le recruteur d'une célèbre agence m'a dit qu'il fallait mieux que je me réoriente et que je songe à une reconversion professionnelle parce que, je cite, un transsexuel avait plus de chances de réussite que moi. Je vous avoue que j'ai eu mal, j'ai eu très mal. J'ai même songé à tout abandonner, à suivre le conseil de ce monsieur, mais je ne l'ai pas fait finalement. C'est la plateforme de marque. Dans ce bureau de la Défense, c'est la première fois qu'ils abordent le sujet. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il pense du voile, par exemple. Et en fait, si ça se trouve, il a une aversion pour le voile, je ne sais pas. Moi, en tout cas, il m'en a jamais fait part. Et on n'a jamais évoqué le religieux ensemble, ça jamais. Fatima Belomar, le voile, c'est une affaire privée, comme le pense cette jeune fille. C'est à la fois une affaire privée, mais en fait, l'une des caractéristiques du système patriarcal est qu'il a imprégné à la fois les sphères publiques et les sphères privées. Donc on va dire qu'entre progressistes, on ne va pas faire de débat sur tout ce qui est l'égalité des droits, l'égalité salariale. Mais c'est vrai que le système patriarcal a besoin, pour perdurer, il se repose sur des mythes, des vieux mythes, il a besoin d'usage, il a besoin de créer une culture patriarcale afin d'être transmis à génération après génération. Donc il n'y a pas de domination patriarcale sans culture patriarcale. Et c'est vrai que de tout temps, le mouvement féministe a toujours été confronté à la question des libertés individuelles. Vous partez du principe que le voile est une domination patriarcale. Donc voilà, de toute façon, le voile est genré, on est bien d'accord, à quelques exceptions près, mais il est presque radicalement genré. Donc ce que je dis, c'est que le féminisme, pas seulement sur la question du voile, a toujours été confronté à la question des libertés individuelles parce que ça faisait très longtemps que le patriarcat avait policé les corps des femmes. Donc en fait, il y a à peu près 2 attitudes qu'on peut avoir. Ou bien de dire, il y a certaines femmes qui font le choix libre et non faussé, partant d'elles-mêmes, de porter le voile, de se prostituer, de faire des régimes, de s'épiler, voilà, tout ce qui a policé au fil des siècles. C'est sur le même registre, tout ça. Je pense qu'il y a eu un contrôle particulier sur les corps des femmes et ce sont à chaque fois des problématiques très très genrées. Ou bien on peut dire qu'il y a eu des systèmes préétablis, c'est-à-dire des systèmes qui, pour leurs propres privilèges, que ce soit consuméristes pour nous vendre des régimes et des crèmes, que ce soit patriarcal, parce que je pense que le système prostitutionnel était là. D'abord, sa finalité était que les hommes aient un accès libre au corps des femmes, sans résistance, sans la condition du désir réciproque, ou religieux. Et notamment quand les sociétés sont en crise politique, démocratique, économique, comme c'est le cas en ce moment, et dans des pays laïques où les religions ont perdu beaucoup de leur pouvoir, elles vont redevenir agressivement prosélytes parce qu'elles ont une alternative, elles ont un modèle de société. Et c'est vrai que le voile a souvent... c'est très pratique, on va dire, d'un point de vue prosélyte, parce qu'on transforme les femmes en drapeaux vivants. C'est ce qui s'est passé avec la révolution de Khomeini. Mais je veux vraiment, par contre, insister que l'islam n'est pas du tout la menace principale en France. Les plus grands mouvements prosélytes politiques qui essaient de revenir au devant de la scène, c'est la Manif pour tous, c'est l'Observatoire de la théorie du genre. C'est plutôt, de fait de l'histoire de la France, des intégrismes catholiques. On fait des crivetages sur tout, mais là, en l'occurrence, effectivement, on parle de ça ce soir. Donc le voile est un projet politique finalement plus qu'un choix personnel, pas seulement un choix personnel, en tout cas Éric Fassin, qu'est-ce que vous en pensez ? La première chose qu'on pourrait dire, c'est que la question n'est pas seulement aujourd'hui, est-ce qu'on est pour ou contre le voile, qu'est-ce qu'on en pense, mais qu'en est-il de lois
concernant le voile, c'est-à-dire d'une intervention de l'État. Je crois que la discussion, elle est en ces termes depuis maintenant, on va dire 1989, c'est-à-dire le premier débat sur le voile, et on nous a dit il y aura une loi un jour, et c'est ce qu'on a eu en 2004, et comme ça on aura réglé le problème, et ensuite on a d'autres lois et d'autres projets de loi. Autrement dit, on a l'impression que ça n'est pas quelque chose qu'on veut régler, mais quelque chose qu'on veut entretenir. C'est-à-dire qu'on veut nous entretenir dans l'idée qu'il y a un problème majeur en France, c'est que des femmes portent le voile. Lorsqu'on voit le reportage ou le documentaire que vous venez de nous montrer, ce qui est plutôt frappant, c'est que si on empêche cette jeune femme de travailler en raison de son voile, on n'est certainement pas en train de la libérer. Donc il faut se demander si, en voulant le bien des gens, on ne risque pas d'avoir des effets pervers. Et ça, c'est une question à laquelle le féminisme est toujours confronté, c'est-à-dire, d'un côté, il s'agit de changer la société, mais d'un autre côté, il ne faudrait pas... Et encore une fois, ça n'est pas nouveau, c'était pareil à propos de la prostitution à la fin du XIXe siècle. Il ne faudrait pas que vouloir changer la société pour le bien des femmes se retourne contre une partie des femmes. Donc on ne peut pas vouloir le bien des gens malgré eux. Vous l'entendez, cet argument-là ? Alors, je l'entends tout à fait, d'autant qu'il y a une stigmatisation complètement xénophobe. Et de toute manière, quand on stigmatise pas, quand on discrimine pas les femmes parce qu'elles portent le voile, c'est parce qu'elles s'habillent trop sexy. Bon, de toute manière, elles vont subir pas mal de choses. Mais moi, je voudrais surtout que les femmes se retrouvent et qu'elles commencent à débattre de tous les aspects de la préemption sur leur corps, globalement. Et je voudrais m'adresser aux femmes musulmanes, notamment par rapport à l'islam. Parce que l'islam est apparu au début du 7e siècle, et c'est à la fin du 9e siècle, presque au 10e, qu'il a commencé à y avoir des docteurs de loi qui ont essayé de créer un code juridique, al-fiqh. Et pour ce faire, ils se sont reposés sur le Coran, parce que c'était censé être la parole de Dieu, puis sur la Sunna, qui était censée être la parole et l'étude de la vie du prophète, mais ce n'était pas suffisant pour faire un corpus idéologique. Donc, ces assemblées d'hommes non mixtes ont commencé à faire un système qu'on appelle d'analogie. Ça veut dire qu'est-ce qu'on pense que le prophète aurait décidé. Mais c'était des hommes qui avaient leurs faiblesses, qui avaient leur plan de carrière. Si à ce moment-là, le pouvoir en place était très conservateur, ils allaient aller dans leur sens. Toute exégèse est politique, c'est ça que vous voulez dire. Et qui vivaient parfois sous la terreur. Les 4 fondateurs des 4 écoles juridiques de l'islam ont tous connu la prison. Et ce sont dans ces assemblées non mixtes qu'ont été décidées, entre autres, que les femmes étaient mineures à vie, et donc qu'elles avaient besoin d'un tuteur masculin, c'est le cas dans beaucoup de pays musulmans encore, et qu'elles devaient porter le voile, elles, pas les hommes, alors que là on ne parle pas d'organes génitaux, monsieur a des cheveux comme moi, mais que les femmes devaient en sortant s'excuser de traverser un espace masculin. Il n'y a pas un traître passage dans le Coran, et là je m'adresse aux femmes qui font le choix d'être musulmanes, qui disent que les femmes, contrairement aux hommes, doivent sortir en cachant leurs cheveux. Donc il faut que les femmes soient armées de cette connaissance pour se dire quand même qu'il s'agit peut-être de névrose patriarcale, de problèmes d'hommes avec les corps des femmes, et aussi une façon de flatter les pouvoirs au moment où on a décidé que les femmes devaient porter le voile. Eric Fassin. Vous souhaitez manifestement convaincre des femmes de retirer leur voile. Par ailleurs, je suis contre l'interdiction à l'université. Je tiens quand même à me positionner pendant le débat. Et voilà. Pourtant, je suis très critique envers le voile. Donc, il est important, effectivement, de distinguer 2 positions. L'une qui veut faire intervenir l'État, donc dans une logique de répression, et c'est celle qui domine dans le débat en France. Mais je soutiens la loi de 2004. Pour moi, l'université, c'est pas la même chose. Mais je vous laisse. J'entends bien, mais en tout cas, il y a des logiques de répression qui disent l'État va interdire, va empêcher, et pour le bien des femmes, nous dira-t-on dans certains cas, mais la loi de 2004, comme vous le savez, a été justifiée sur un principe de laïcité et non pas sur un principe féministe. Et de fait, l'État français n'est pas toujours si féministe que ça, et la société française n'est pas toujours si féministe que ça. Je suis bien d'accord. Donc la question, c'est pas parce qu'elle n'est pas féministe que l'argument féministe n'est pas valable, en revanche. Bien entendu, mais ça n'est pas l'argument féministe, c'est un argument féministe, puisque, comme vous le savez, les féministes ne parlent pas d'une seule voix. Les féministes se déchirent même autour de la question du voile. Il y a des féministes qui considèrent que l'intervention de l'État est nécessaire, d'autres qui considèrent que l'intervention de l'État est néfaste, et il y en a d'autres, comme vous, qui disent « je ne demande pas forcément à l'État d'intervenir, mais je souhaiterais que ces femmes changent d'avis par elles-mêmes ». Mais il faut rappeler de ce point de vue, lorsque vous dites, à juste titre, que bien sûr la religion a pu utiliser de manière
patriarcal le voile, nous sommes bien d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait une signification définie une fois pour toutes. Si vous me permettez, je voudrais préciser mon point. J'aimerais quand même que vous le commentiez, en fait. Là, il s'agit Tout à fait. encore une fois d'organes génitaux ou quoi. Ce sont les cheveux que vous avez, vous et moi. Je je l'ignore peux me permettre, chaque fois que j'ai essayé d'avoir une discussion, que ce soit avec un homme, bon, musulman ou autre par ailleurs, et que je lui disais maintenant, j'aimerais juste savoir pourquoi c'est les femmes qui se voilent, selon vous, et pas les hommes, on tombe toujours sur des arguments essentialistes. C'est les femmes qui inspirent le péché. Vous avez raison. Vous avez raison, mais vous ne vous mobilisez sans doute pas autant contre la jupe, qui est également très genrée dans notre société. Donc le choix de se focaliser sur le voile, alors que la jupe a pu être également dénoncée par des féministes, et à juste titre aussi, comme un des instruments de la domination masculine, cela demande à être interrogé dans un contexte. Or, je crois que de ce point de vue, au lieu de se dire le voile, ça veut toujours dire la même chose depuis toujours, c'est-à-dire d'avoir un point de vue religieux sur le voile, puisque vous ne vous placez pas de ce point de vue-là, il serait intéressant de voir que, par exemple, on a pu utiliser pendant la guerre d'Algérie le dévoilement comme une arme contre le mouvement d'indépendance. Que par exemple, c'est quelque chose que Frantz Fanon a discuté de manière très précise dans l'an 5 de la révolution algérienne, en montrant comment, dans le cadre de la révolution algérienne, on donnait un sens au voile, puis un autre, d'un côté et de l'autre. Autrement dit, toujours les femmes, c'est-à-dire, mais nous sommes bien d'accord. Votre argument si vous me disiez à un moment, les hommes et toute la société se met à porter le voile pour lui donner. Mais ce que vous êtes en train de dire à juste titre, c'est que c'est traversé par la question de la domination masculine. Mais qu'est-ce qui ne l'est pas dans notre société? Je suis complètement d'accord, sauf que pour moi, ce serait un progrès si les hommes commençaient à porter des jupes, mais une régression s'ils commençaient à se cacher les cheveux. Il y a quand même une problématique particulière pour ces jeunes filles. C'est pas seulement, en tout cas celles qui ont été interrogées par Léa Baracco et par Olivier Gangloff, c'est pas seulement le regard porté sur leur voile par les non-musulmans qui les dérange. C'est parfois aussi le jugement porté par les musulmans qui leur font des réflexions. On va regarder un deuxième exemple tourné dans le sud de la France, témoignage toujours recueilli donc par Léa Baracco et Olivier Gangloff. À Martigues, près de Marseille, Asma se prépare. Coucou mes chipis, bonjour. Alors aujourd'hui, je viens avec un haul beauté. Alors je vais commencer comme d'habitude par les soins et je vais continuer par le maquillage. J'aurais pas beaucoup de soins. Il y a 4 ans, elle a créé sa chaîne en ligne où elle prodigue ses conseils beauté. Mais moi, ce que je fais, c'est que je la mets jour et nuit. Merci d'avoir pris du temps pour m'envoyer vos numéros. Je vous en remercie du fond du cœur. Plus de 140 000 abonnés, des messages de soutien, mais aussi des commentaires parfois très moralisateurs d'autres femmes musulmanes. Les poils un peu denses pour venir en fait faire votre contouring au niveau du visage. Ce que je ressens des fois entre filles voilées, c'est que certaines se prétendent plus musulmanes que d'autres entre guillemets. Peut-être qu'ils en savent plus sur la religion musulmane, enfin un truc comme ça. Et du coup, ça a fait, j'ai l'impression, comme des hiérarchies. Alors quand je mets un bandana ici, bon, et pourtant je cache toujours mon cou, je monte pas mon cou nu. Ah non, mais c'est pas le vrai voile, ça. C'est franchement, t'abuses, tu vas trop loin, tu montres trop ta vie privée. Voilà, c'est tout le temps, voilà. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus les musulmanes qui me jugent que les filles qui ne le sont pas, quoi. Aujourd'hui, Asma assume ses vidéos et s'amuse même parfois des critiques. Mais au début, elle s'est beaucoup interrogée. J'avais des nuits où genre je dormais, je me disais ah mais peut-être qu'il faut que j'arrête YouTube, peut-être que ah ouais non franchement est-ce que je vais pouvoir gérer les pointes que je reçois comme ça à chaque fois. Et maintenant je fais comme plein de youtubeuses font, donc j'enlève, je coupe up, je bannis les bons messages positifs, je les garde, le reste j'efface. Est-ce que c'est pas aussi l'autre côté du problème, c'est-à-dire finalement ce qui tend cette jeune youtubeuse, comme peut-être une partie de la société française, c'est cette surenchère rigoriste qu'on trouve aujourd'hui dans les quartiers qu'on n'avait pas il y a quelques années. À chaque fois que je regarde ce genre de reportage, je dis qu'est-ce qu'on n'invente pas pour diviser les femmes. Mais bon, les femmes ont toujours été soumises à des injonctions paradoxales. En fait, l'injonction paradoxale en général, c'est soit la plus désirable possible et surtout ne le soit pas. Et c'est plutôt pour moi des projections, des problèmes que les hommes ont avec les femmes. Ils ont envie qu'elles soient désirables et ont peur de ça. Et donc, voilà. Donc, la société, puisqu'elle est dominée mais là, le problème qui est posé, culturellement par les hommes... apparemment, dans les quartiers, certains jouent à être plus musulmans que les autres. Oui, et
à faire la loi. Voilà. C'est Est-ce évident. que c'est pas là le problème? Est-ce que au fond, quand on parle du voile, on a tort, on devrait parler des voiles, et il y a différents types de voiles. Il y a différents Il y a ce types voile de rose, voiles, comme il y a... et il y a le voile intégral tout noir Mais on avec parle les gants d'un qui peut être plus système- prosélyte, par exemple. Est-ce qu'il est là le sujet? Mais on parle d'un système patriarcal parce que le voile a précédé les religions et d'ailleurs il les a concernées toutes. Il est né dès la Mésopotamie où on demandait aux femmes de signifier quand elles traversaient l'espace de la cité parce qu'il était considéré comme l'espace masculin. Mais moi, le fait, c'est-à-dire que la domination masculine a créé toutes les nuances selon les passions masculines, leurs problèmes avec le désir des femmes et du coup, oui, on retrouve toutes Pour vous, ces nuances-là et c'est une toutes ces partie du divisions. problème, mais c'est pas le C'est problème. pour ça que moi, je pense vraiment que les femmes doivent se retrouver. Peut-être que ça fait un peu sectaire, mais en réunion non mixte parfois, comme elles faisaient au mouvement de libération des femmes, pour qu'elles se mettent à égalité et se disent à chaque fois le nombre de fois dans ma vie que j'ai senti que mon corps était policé et c'était au service de quoi, de qui, de quel système et quel est notre compte à nous. Qu'est-ce qu'on doit déconstruire nous entre femmes? Pour moi, c'est ça le vrai débat. Éric Fassin, sur cette voile, ces voiles éventuellement, et cette surenchère rigoriste. Cette surenchère, elle est le symptôme de toutes les discussions que nous avons en France. C'est-à-dire que depuis 25 ans, nous jugeons en fonction du voile, en avoir ou pas. Et on s'aperçoit que ces gens qui sont renvoyés dans une sorte d'altérité comme s'ils n'avaient rien à voir avec la France, ils font exactement la même chose. C'est-à-dire que ces femmes, entre elles, sont en train de se juger plus ou moins voilées, c'est bien, c'est pas bien. Autrement dit, tout le monde s'est pris au jeu de considérer que le voile était le bon critère pour savoir si on était du bon côté ou du mauvais côté. Pour certaines, ça va être en condamnant le voile à tout coup. Pour d'autres, ça va être en disant qu'au contraire, il faut être voilé, et avec tous les degrés intermédiaires. Mais ça veut dire que c'est ça qui est devenu le langage commun. Et c'est pour ça que l'explication un peu intemporelle que vous donnez, c'est-à-dire un voile éternel qui aurait toujours la même signification, ça me paraît sous-estimer le contexte dans lequel nous sommes actuellement. Et ce contexte, c'est-à-dire la nationalisation... C'est l'islam politique, c'est ça le contexte? C'est d'abord le fait qu'on en fasse un débat en France, puisque le débat, par exemple, sur le voile intégral en France a précédé le voile intégral. Au moment où on a interdit en 2010 le voile intégral, eh bien, quelques mois plus tôt, on avait compté, il y en avait quelques centaines en France. Donc le débat précède la réalité. Et ce qui me paraît... Malheureusement, je pense que ça serait quand même arrivé parce qu'il y a tout un contexte. On peut toujours se dire ça. géopolitique. Et ce qui justifiera de faire toujours plus de lois en se disant ça va arriver. Et après, on constate que ça arrive. Mais et on dit, vous voyez bien, j'avais raison. Il y a des révolutions je sais bien, mais elles sont ailleurs. Conservatrices qui se font partout. Mais là où je suis d'accord avec vous, enfin, si je puis entre guillemets tendre une perche. C'est-à-dire, moi par exemple, l'année dernière, j'ai participé à un grand débat qui était contre l'extrême droite, les fascismes et les conservatismes religieux. Je pense que tant qu'on essayera de se diviser, qu'on ne lira pas et qu'on ne renforcera pas des discours féministes et antiracistes ensemble, on risquera tous les deux d'être les idiots utiles de quelqu'un. Moi, j'entends parfaitement que mon discours peut être instrumentalisé par mouvements misogynes d'extrême droite, comme le vôtre peut être instrumentalisé par des mouvements conservateurs, misogynes de l'intégrisme Quoi religieux. qu'on dise, Et il faut vous qu'on avez raison. renforce nos anticorps ensemble parce qu'on est en train d'entrer dans une ère très fasciste, mais des fascismes de toute obédience. D'ailleurs, l'extrême droite est elle-même souvent d'inspiration religieuse et l'est de plus en plus avec le mouvement de la manif pour tous et tout. Et que même si on n'est pas toujours d'accord, et même si on fait des réunions et le lendemain on se déteste, voilà, il va falloir pousser nos analyses ensemble. Parce Mais que si vous- ces ennemis-là que nous sommes en train de pointer du doigt sont de même nature, j'en suis persuadée. Et ils finiront par être des alliés objectifs. En même temps, même si, bien entendu, tout ce qu'on dit peut être instrumentalisé, ce que je dis comme ce que vous dites, nous sommes bien d'accord, mais il y a quand même un fait massif en France aujourd'hui, c'est que être une jeune fille ou une femme plus âgée voilée, c'est un obstacle pour une vie publique, c'est-à-dire pour avoir un métier. Et donc, parce que vous comme moi, nous défendons l'idée qu'il ne faut pas exclure les femmes de la sphère publique, qu'il ne faut pas les exclure du marché du travail, par exemple, eh bien, je crois que vous, comme moi,
nous devons nous inquiéter du fait qu'au nom de la liberté des femmes, on empêche un certain nombre de femmes de travailler à tel point que c'est seulement dans certains métiers aujourd'hui qu'on peut avoir des chances de rencontrer des femmes voilées, parce que non seulement, bien sûr, lorsqu'on travaille pour la fonction publique, et c'est normal, mais lorsqu'on travaille dans beaucoup d'autres métiers où on va être confronté au public, eh bien, on est écarté si on est une femme voilée. Ça, c'est le problème majeur. C'est que maintenant, il y a aussi le problème d'être non voilé. C'est pour ça qu'il y a des collectifs comme les femmes non voilées. On ne se fait pas refuser un emploi parce qu'on n'est pas voilé. Non, mais il faut même parfois refuser d'entrer dans un café. Oui, mais se faire refuser un emploi emploi qui est quand même aujourd'hui la condition de possibilité d'accès à la sphère publique. Ce genre de discrimination. Éric Fassin, c'était effectivement un autre argument qui était avancé. Ce collectif des femmes non voilées d'Aubervilliers et des femmes sans voile d'Aubervilliers, elles racontent des choses effrayantes. Elles racontent qu'à partir du moment où elles ne portent pas le voile, elles peuvent difficilement circuler dans leur quartier. Elles veulent même pas en témoigner sur ce plateau ce soir parce qu'elles savent qu'elles seront reconnues et que leur vie va devenir invivable dans le quartier. Est-ce qu'il n'y a quand même pas là un problème de liberté aussi? Et quand on parle du choix des uns, est-ce que ça peut pas commencer à être la prison des autres? Je crois qu'il faut défendre le choix des unes et des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à choisir. Et alors, concrètement, pour Aubervilliers, vous faites comment alors? Eh bien, par exemple... Les femmes qui n'ont pas le droit d'aller au café en terrasse, vous faites comment? Pas le droit. C'est ce qu'elles racontent. Moi, je ne suis pas une femme, je ne suis pas musulman et je ne suis pas Aubervilliers. Mais elles le disent. C'est une réalité, je vous en témoigne de bonne foi, très franchement. Il n'y a même pas besoin d'aller à Aubervilliers. Moi, j'ai habité 1 an dans un squat, il se trouve j'étais mal logée à Gare du Nord. Enfin, ça commençait déjà là. Hein. Non, mais il faut défendre leurs droits. Et concrètement Eh bien, les défendre. Mais bien entendu, il ne s'agit pas de dire que le voile c'est bien. Il ne faut pas renverser les choses. C'est pas parce que tout le monde est en train de dire le voile c'est mal que je vais dire le voile c'est bien. Simplement, je vais dire que je souhaite que les femmes aient le plus de marge de liberté possible, c'est-à-dire que celles qui veulent aller au café, elles puissent y aller voilées ou pas, et que celles qui veulent porter un voile dans mon université, elles aient le droit de le porter. Et moi, je vois aujourd'hui, moi j'enseigne, et j'ai devant moi des étudiantes dont certaines sont voilées et d'autres pas. Et moi, je n'ai pas envie de leur dire comment elles doivent s'habiller. Et donc, je trouve qu'il est important de défendre la liberté des unes et des autres. Et c'est vrai que comment elles doivent s'habiller, apparemment, sur les réseaux sociaux, eh bien, on leur dit de plus en plus. Il y a des dénonciations. C'est une tendance, apparemment, qui monte sur les réseaux sociaux, des dénonciations de mauvaises musulmanes. Les mots-clés pour comprendre l'ampleur du phénomène, c'est le hashtag Beurette ou encore Collabeur. On est allé sur Facebook et sur Twitter. Des exemples, il y en a des milliers. On en prend juste 2. La nouvelle mode à Paris, regardez, c'est l'endroit préféré des Beurettes, un bar à chicha. Je me demande comment font leurs frères et leurs parents pour accepter ça. Et puis parfois, c'est beaucoup plus violent. Photo de 2 jeunes femmes qui trinquent au champagne avec ce commentaire, peine de mort immédiate. Si je puis me permettre, la dernière fois que j'ai fait un débat chez vous pour me positionner pour une critique féministe du voile, j'ai envoyé même à votre collaboratrice et alors moi je dénonce, j'ai mis j'ai mis des captures d'écran de tous les messages qu'on m'a envoyés sur les réseaux sociaux, c'est des condamnations à mort. Ce sont des hommes qui ne supportent pas qu'une femme sur laquelle ils projettent qu'elle est d'origine marocaine, il se trouve que je suis marocaine, ne supporte pas qu'elle se positionne contre le voile. Et c'est des appels au viol, c'est des appels au meurtre, ça devient extrêmement problématique. Et là, je suis persuadée que ce soir, ça va être la même chose. Quand l'Observatoire de la laïcité dit aujourd'hui même il n'y a pas une augmentation nette des problèmes liés au voile ou à la laïcité, et donc grosso modo circuler, il n'y a vraiment pas de sujet à part sur les plateaux et dans les médias, vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord, mais après, c'est une question, c'est pas que sur le voile, c'est sur les questions du slut-shaming en général, c'est-à-dire les femmes, on leur fait des contrôles sur leur corps absolument de toutes les manières, même les Françaises, si elles s'habillent d'une certaine façon dans tel endroit, dans tel quartier, ça va être les mêmes procès. C'est pour ça que pour moi, il faut établir des raisonnements globaux sur les espaces de préemption sur nos corps. Votre conclusion? Mais juste, on dit souvent qu'il y a une obsession par rapport au voile, mais le voile est lui-même lié à une obsession sur les corps des femmes, parce que vous voyez des femmes voilées et non voilées dans votre université, jusqu'à preuve du contraire, vous ne voyez pas d'hommes voilés ou non voilés. Mais nous sommes bien d'accord. Votre conclusion là-dessus? Évidemment qu'il est important qu'on condamne le fait que vous soyez agressé parce que vous défendez certaines positions. En même temps, vous le savez bien, en France aujourd'hui, une femme risque beaucoup plus d'être agressée parce qu'elle est voilée que parce qu'elle ne l'est pas. Et les agressions islamophobes, c'est-à-dire parce qu'elle porte un voile, c'est une réalité. Là, vous avez montré quelques images de gens qui menacent, et c'est effectivement dangereux et répréhensible, mais n'oublions pas qu'il y a la réalité régulière d'agression à l'encontre de femmes parce qu'elles portent un voile.
Bon, là, je suis d'accord avec vous et je l'ai redit, on est en ère très fasciste et c'est pour ça qu'il va falloir travailler ensemble à ces analyses-là et à les pousser. Merci en tout cas à tous les deux pour ce débat serein, apaisé et probablement nécessaire à la suite donc, de la publication de ce rapport de l'Observatoire de la laïcité. Merci à vous deux. Tout de suite, le reste de l'actualité avec Anaïs Castagna. Des poubelles qui ne sont pas ramassées, des perturbations sur les rails et dans les airs. Les touristes qui viennent en France pour l'Euro de foot ne vont pas être déçus du voyage. À 2 jours de la compétition, le climat est toujours extrêmement tendu. On va d'abord parler des éboueurs qui sont en grève contre la loi travail. En région parisienne, les 3 principaux sites de traitement des déchets sont bloqués. Reportage justement dans la capitale de Julien Nenny. On a connu Terrasse plus accueillante. Au cœur du 2e arrondissement de Paris, ce sont les poubelles et les détritus qui accompagnent désormais les clients des bars et restaurants. Je pense surtout à l'image de Paris, du coup, qui n'est pas très valorisée. Voilà, c'est un peu crade. C'est pas très respectueux d'imposer aux gens de cette manière finalement des poubelles dans la rue parce qu'on a décidé parce qu'on n'est pas d'accord avec un projet de loi. Voilà, je pense qu'il y a d'autres manières d'exprimer son mécontentement. C'est en effet pour protester contre la loi travail que les éboueurs municipaux sont en grève depuis une dizaine de jours. Un texte qui les concerne pourtant peu puisqu'ils bénéficient du statut de fonctionnaires. Reste que leur grève tombe très mal à 2 jours du début de l'Euro et ces milliers de supporters prêts à consommer dans les bars de Paris. Quand je vois ça, ça me donne pas envie. Surtout de manger ou surtout de venir boire un verre. Après avec les odeurs, la chaleur, là ça va commencer, ça va pas être bon pour le commerce, quoi. Ça va pas être bon pour nous. Moi je suis touriste, je sais pas si je choisis Paris. Les gens qui se mettent en terrasse et les gens qui veulent manger, pas que chez moi, sur les grosses terrasses, etc., c'est quand même... Manger en face d'un tas de poubelles comme ça, c'est quand même pas super sympa, quoi. Accusé de se servir de l'euro pour faire pression sur le gouvernement, la CGT renvoie la balle. Certes, les poubelles commencent à s'accumuler dans Paris. C'est effectivement pas la meilleure image qu'on donne de la ville, mais c'est bien le gouvernement, par son obstination, par sa volonté de bloquer les choses, qui porte l'entière responsabilité de cette situation. Et c'est au gouvernement qu'il appartient aujourd'hui de débloquer les choses. L'exécutif ayant déjà martelé que le projet de loi ne sera pas retiré, le blocage est total et risque fort de se poursuivre pendant toute la durée de l'Euro. Demain sera la 9e journée de grève consécutive à la SNCF. Le mouvement a été reconduit lors d'assemblées générales de cheminots en Ile-de-France, mais également dans d'autres régions. Des dizaines de manifestants sont descendus aujourd'hui sur les voies de la gare de l'Est avant de se disperser. On va faire le point sur le trafic qui est toujours, vous allez le voir, extrêmement perturbé. Regardez, 3 TGV sur 4, 1 Intercité sur 2, 6 TER sur 10, 1 Transilien sur 2. Notez que le RER A est le seul à fonctionner normalement. Et puis cette réunion intersyndicale qui se tenait ce soir au siège de Force ouvrière, une réunion au sujet de la mobilisation du 14 juin. La majorité, elle tente tant bien que mal de faire bloc avec une réunion publique du Parti socialiste ce soir à Paris. Un meeting en présence de Jean-Christophe Cambadélis, de Myriam El Khomri et du Premier ministre Manuel Valls. Objectif, vanter la politique sociale du gouvernement. Objectif forcément ambitieux. Surtout vu le contexte, d'ailleurs, l'ambiance était tendue à l'extérieur de la salle où une 50aine de manifestants ont tenté de forcer le cordon de CRS au jet d'œuf. Les policiers ont répondu par des gaz lacrymogènes. L'actualité à l'étranger, à présent avec cette fusillade à Tel Aviv, en Israël. 2 hommes ont ouvert le feu dans un quartier de restaurant près du ministère de la Défense et du QG de l'armée. Au moins 3 personnes sont mortes et au moins 5 autres ont été blessés. L'un des assaillants a été arrêté et l'autre a été blessé et transporté à l'hôpital. La police affirme ce soir qu'il s'agit de Palestiniens et parle d'actes terroristes. Voilà pour l'essentiel, Olivier. Merci. Un petit tour du côté du ciel maintenant. Pour ceux qui en avaient marre de cet été qui se faisait attendre, on a des bonnes nouvelles.